Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et le moment est venu sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand qui nous propose comme chaque jour un moment d'évasion et de rêve. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Quand vous parlez de rêve, vous ne croyez peut-être pas si bien dire car c'est précisément un de mes rêves que j'aimerais vous raconter pour commencer cette émission. Très bien, c'est une autre en matière comme une autre. Ben oui. Alors j'avais cru comprendre que nous parlierons aujourd'hui du célèbre Talleyrand. Et oui, et justement Julia, c'est que mon rêve concernait Talleyrand. C'est lui que j'ai vu, c'est lui dont j'aimerais vous relater quelques réflexions et quelques bons mots. Je vous rassure, tous authentiques. D'accord, après quoi nous reviendrons peut-être à la réalité. Oui, je vous rassure. Vous retrouverez Jean Tullard et Emmanuel de Varesquiel pour des considérations un peu moins éthérées que les miennes. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et oui, c'est ainsi, j'ai fait la nuit dernière un rêve assez curieux. J'ai rêvé que j'étais reçu en audience, avec mon casque et mon micro, par le célèbre Talleyrand en personne. Il m'accueillait, avec une certaine bonhomie, dans son hôtel parisien tout près de la place de la Concorde, superbe demeure digne d'un très grand personnage. Je crois me rappeler, mais vous savez comment sont les souvenirs que l'on peut conserver d'un rêve. Il me semble, en tout cas, que j'avais longuement travaillé pour préparer cet entretien. Vous imaginez bien qu'une audience chez le prince de Bénévent, ça ne s'improvise pas. C'est le genre d'honneur qui se prépare soigneusement, un peu comme une soirée lyrique ou comme un voyage à thème. Et je crois pouvoir dire que j'avais lu et relu 10 fois mes petites fiches en Bristol avant de franchir sur le coup de 10h moins le quart le seuil de l'hôtel de Talleyrand, rue Saint-Florentin, bien sûr. Impressionnant vestibule. Alors j'ai vu approcher un escogriffe en livrée qui m'a un peu toisé d'un air hautain et m'a conduit à l'étage. J'en vois très bien son air condescendant, amusé peut-être, un air qui m'a paru vouloir imiter la mine ironique du maître des lieux. Mon interlocuteur a fini par ouvrir la porte d'une antichambre et par s'effacer presque poliment. Je suis entré et la déception, je n'étais pas seul convoqué. Plusieurs visiteurs, apparemment plus habitués que moi, faisaient antichambre et certains, m'a-t-il semblé, depuis pas mal de temps. J'ai profité du flottement général pour demander à l'un de mes voisins s'il savait précisément quel âge avait son Altesse. Il m'a regardé d'un air sidéré. « Mais il a eu 83 ans à la Chandeleur. Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Oh, pour rien, pardonnez mon ignorance. » Mais du coup, j'ai pu en déduire que nous étions en 1837. C'est quand même un détail qui avait son importance. À 11h, très précise, une porte s'est ouverte dans la Simèze et monsieur de Talleyrand a fait son apparition sous les yeux écarquillés de l'assistance. Il s'est avancé d'un pas assez hésitant tout de même. Il était au bras de sa nièce, madame la duchesse de Dinaud. Curieux couple. Le vieillard, il faut le savoir, s'enveloppe pour dormir de molleton, de flanelle et de futaine sur plusieurs couches, ce qui gonfle démesurément une robe de chambre en taffetas. Monsieur de Talleyrand avait saisi en entrant le reste d'une conversation sur le retard de nos manufactures. « Oh, l'industrie ne fait qu'affaiblir la moralité nationale », a-t-il tranché de toute go. Et tandis que nous nous interrogions du regard sur l'éventuel sens caché de cette déclaration, il a cru bon d'insister. « Mais oui, bien sûr, il faut que la France soit agricole ». Murmure d'approbation dans le petit public. Ensuite, le prince a salué à la cantonade d'un air qui m'a paru tout à la fois poli et distrait, sachant réserver à chacun ce qui lui revenait, tandis que 3 valets de chambre en tablier blanc le préparaient. Le vieil homme a rompu la glace. Qui étions-nous, les uns les autres? Quelles étaient les nouvelles du jour? Quelqu'un ayant évoqué l'amnistie octroyée aux prisonniers politiques, il a paru prendre le temps de méditer, puis sa voix, un peu traînante, s'est élevée dans la pièce. « Savez-vous ce que c'est que les mécontents? Ce sont des pauvres qui réfléchissent. » Gloussement ravi de l'assistance. Une grosse dame, le rouge aux joues, s'est hasardée à demander à son Altesse ce qu'elle pensait de la situation et si l'on s'acheminait vers une autre révolution, la 3e déjà depuis 1789. Pah!
Il faudrait pour cela, a répondu l'ancien maître du congrès de Vienne, que les gens, où qu'ils soient, aient une idée quelconque de la petitesse de ceux qui les gouvernent. Et tout le monde a regardé le bout de ses souliers. Pas moi, je regardais Monsieur de Talleyrand. Ainsi donc, j'avais sous les yeux ce personnage qui a servi 9 régimes et prêté 13 fois serment, cet évêque qui a célébré devant Louis XVI la fête de la Fédération, ce diplomate qui a ébloui Napoléon comme aucun autre, puis rétabli Louis XVIII sur le trône de ses ancêtres avant de lâcher son frère Charles X. Je n'aurais pas pu détacher mon regard de ce reptile au physique étrange, sans cou, avec un teint de marbre et des yeux de charbon sous ses cheveux très blancs. Quelle rigidité dans le maintien! On prétend que c'est sa façon de dissimuler avec élégance l'infirmité de son pied droit. Les valets ont justement apporté un bain de pied à l'eau de Barège. Dans quelque temps, M. de Talleyrand doit prononcer sous la coupole l'éloge d'un diplomate. Belle occasion d'évoquer son propre savoir-faire. Quelle qualité faut-il donc à un ministre des Affaires étrangères, a demandé la duchesse de Dinaud, non sans donner un petit peu le sentiment dans cette circonstance de jouer les passe-plats. Ce qu'il faut! Le prince a fait mine de chercher une réponse, alors qu'à l'évidence il l'avait préparée. Il lui faut la faculté de se montrer ouvert, tout en restant impénétrable. C'est cela, jouer la réserve, mais avec les formes de l'abandon, de l'effusion même. J'ai songé qu'il y avait dans cette réponse toute l'expérience d'un excellent joueur de cartes, de whist pour être précis. Du reste, c'est le même homme qui naguère avait écrit « Au whist, il s'agit de deviner les cartes de son adversaire, mais aussi de son partenaire. Il ne s'agit pas d'anticiper, de voir loin comme aux échecs. Il s'agit d'évaluer constamment les forces en présence, de garder son sang-froid, d'être surtout impassible. » On compte aujourd'hui Franck sur Europe 1. On peut quand même préciser, on peut quand même dire que c'est un rêve qui est tissé de citations authentiques, s'il vous plaît. Merci de l'avoir remarqué, Julia. Alors, tout à coup, M. Talleyrand, dans ce rêve, s'est tourné dans ma direction. Il a ajouté « Le bon ministre doit être habile jusque dans le choix de ses distractions. Il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle et parfois même naïve. » Un silence et puis... Il lui faut surtout la garantie de la bonne foi. La bonne foi, ai-je repris, m'autorisant de son regard. Monseigneur, la politique n'est-elle pas l'école de la duplicité? Oh que non! Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans les transactions politiques, car c'est elle qui les rend solides et durables. On veut toujours confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve, réserve qui seule ajoute à la confiance. Toute notre assistance piaffait maintenant de contentement, elle donnait le sentiment de boire les paroles, que dis-je, les leçons du grand homme. Il était attablé à présent, il ingurgitait avec l'appétit d'un perroquet blasé une sorte de petit déjeuner très light, composé de plusieurs tasses de camomille. Déjà, certains visiteurs prenaient congé, comme des badauds, vous savez, qui se bousculent un peu trop tôt à la sortie d'un monument. Le roi, annonça assez fort M. de Talleyrand, comme s'il voulait donner du regret à ceux qui s'en allaient déjà, le roi m'a proposé de m'emmener à Versailles voir ses galeries historiques. Et vous irez, demanda quelqu'un. On ne refuse pas l'invitation d'un roi, même si ce roi est Louis-Philippe. Et puis je suis curieux de l'entendre parler des règnes d'autrefois. Et que pensez-vous du sien? De règne? Oh! J'ai une opinion le matin, j'en ai une autre l'après-midi, et puis le soir, je n'en ai plus du tout. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, en se relevant, a grimacé les rhumatismes, je pensais, et puis il est passé près de moi, il m'a assuré qu'il m'aurait volontiers retenu davantage pour me donner plus de matière à narrer à mes auditeurs, mais, dit-il, je redoute l'envie aidant de vous créer plus d'ennuis que d'agréments. Jolie manière d'éconduire les gens. Au moment où j'allais donc m'éclipser, j'ai senti la main du vieillard exsangue, assez froide, se refermer sur mon poignet. Nos regards se sont croisés, et je n'ai pas souvenir d'en avoir jamais soutenu de plus perçant. Vous êtes trop jeune, mais dites-vous bien ceci, qui n'a pas vécu dans les années 1780 n'a pas vraiment connu le plaisir de vivre. Singulier aveu tout de même de la part d'un homme dont l'ascension s'est faite essentiellement après la Révolution. J'en suis resté tout songeur. Et si la clé de ce grand destin était finalement dans cette remarque nostalgique, me suis-je demandé. Avant de retrouver à mon tour la rue Saint-Florentin, j'ai jeté un dernier regard depuis la cour vers les hautes fenêtres du premier étage. À l'une d'elles se dessinait encore cette silhouette de fantôme
Drôme. Il m'a fait un petit signe, j'ai répondu gauchement et j'ai pensé qu'à travers ce qu'il restait du personnage, c'était un peu de l'ancienne France qui me saluait. Et puis, en me réveillant, j'ai réalisé que l'homme que j'avais rencontré en rêve était quasiment au bord de la tombe, 1837, 1838. Monsieur Talleyrand l'a dit dans un de ses fameux raccourcis, on passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Du rêve à la réalité, deux grands familiers du prince de Bénévent vont nous livrer dans un instant tous ces petits secrets. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck. C'était Franck en studio. Évidemment, et notamment Jean Dullard de l'Institut qui est tout à fait chez lui grâce à cette musique. Oui, c'est surtout la marche consulaire, mais enfin la marche du sacre aussi. Et je me sens aussi un peu chez moi puisque vous évoquez Talleyrand. Et comme vous l'avez dit, c'est lui qui prononça l'éloge funèbre de Reinhard, car l'un et l'autre appartenaient à l'Académie des sciences morales et politiques. Grand devancier. Grand devancier. Alors je dois vous dire d'ailleurs pour la petite histoire que le fauteuil de Talleyrand, car il y a une suite comme à l'Académie française, comme dans les autres académies, le fauteuil de Monsieur de Talleyrand est occupé actuellement par Monsieur Pébreau, ancien président de Paribas. Il ne faut y voir aucune forme de signe, Non. évidemment. Emmanuel de Varesquiel de l'École pratique des hautes études est également avec nous et vous venez de publier très récemment, d'ailleurs quand je dis très récemment, ça n'est pas encore sorti, hein. Le livre sera disponible dans quelques jours aux éditions du CNRS. Talleyrand, dernière nouvelle du diable. Vous nous dites que ce surnom de diable, ce thème de diabolisation de l'évêque d'Autun est apparu très tôt en fait dans l'historiographie et quasiment dans l'opinion publique. Oui, dans l'opinion, on pense que le diable boiteux a été inventé par Guitry dans la pièce éponyme qu'il a mis en scène après la guerre en 1947 ou 48. On en entendra un extrait tout à l'heure. Oui, avec la voix de Guitry, qui d'ailleurs n'est pas la voix de Talleyrand. Talleyrand avait une voix très grave et Guitry, comme vous le savez, avait une voix de nez, ce qui a faussé les représentations qu'on peut avoir du personnage. Et aussi la taille de Talleyrand. Il était grand, alors que Guitry, qui adorait jouer de Talleyrand, qui se prenait pour Talleyrand, était petit. Mais au-delà de ça, la diabolisation de Talleyrand, elle est très rapide. Elle commence au début de la Révolution française, au moment où Talleyrand abandonne le clergé qu'il a servi. Il est évêque d'Autun, il a été agent général du clergé, il a été en fait une sorte de ministre des Finances du clergé, et on pardonne encore moins aux bons élèves qu'on a eus. Talleyrand a été un bon élève du clergé, et il a, du point de vue des évêques, trahi son rang, sa caste, dès 1789, en proposant la vente des biens du clergé pour résoudre les problèmes financiers qui avaient conduit à la Révolution française en partie en 1789. Et ensuite, il prête serment à la constitution civile du clergé, puis il se démet de son évêché d'Autun, et au bout de tout ça, il finit par épouser une pétroleuse d'enfer qui était Catherine Grand, qui elle-même était divorcée d'un anglican. Ce qui faisait un peu beaucoup pour l'Église catholique, ce qui fait qu'il aura des comptes à rendre à la fin de sa vie. Il s'est un peu réconcilié avec Dieu, mais vraiment à la toute fin. Nous y viendrons, nous, à la fin de l'émission. Oui. Il s'est pas réconcilié. Il a négocié dans sa vie tout ce qui était possible d'être négocié, y compris sa propre mort. C'est un trait fondamental du personnage, la négociation. Oui. C'est un homme de négociation et c'est un homme aussi de conciliation. Mais comme c'est un homme paradoxal, c'est aussi un homme de coup d'État. C'est un homme qui, derrière les subterfuges de la lenteur, peut aller extrêmement vite lorsqu'il juge que la situation est mûre. Alors, on viendra tout à l'heure sur l'aspect le plus intime et singulier du personnage, mais il a été quand même avant tout un très grand diplomate, Jean Dullard. D'abord, ça a duré très longtemps puisqu'il se charge de la diplomatie depuis le Directoire jusqu'à son ambassade à Londres sous la monarchie de Juillet. Oui, il débute aux affaires étrangères, mais enfin il n'y avait pas de raison particulière qu'il reçût ce portefeuille. Il était disponible, mais il n'avait pas à l'époque une réputation de diplomate, et lorsqu'il est nommé ministre des Relations extérieures par l'habileté de Madame de Staël et Benjamin Constant, son disciple, l'interrogent et lui disent quel est votre programme, qu'allez-vous faire? Et il répond ce mot fameux, cynique,
probablement authentique, il faut faire une immense fortune, une fortune immense. C'était Donc, tiré d'une chansonnette, hein, d'une sorte d'opérette? Oui, de l'époque, c'est un mot qu'on lui prête. Oui. Nous ne sommes pas certains, mais en tout cas, cela résume assez bien sa conception du portefeuille des relations à tous les sens du mot. extérieures. C'est que on est en négociation avec toute une série de souverains et donc on va leur demander des prébendes. D'ailleurs, ça va lui coûter très cher puisqu'il perdra son portefeuille à cause de négociations avec des négociateurs américains qui venaient pour recevoir des dédommagements dû à la guerre maritime et qui opposait à ce moment-là la France aux États-Unis. Et donc, ils viennent demander une entrevue à Talleyrand. Ils sont venus des États-Unis et ils attendent et ils ne voient rien venir. Alors ils s'inquiètent et on leur dit « Mais oui, mais pour accéder au ministre, il faut des douceurs. » Alors ils ne connaissent pas ce mot « douceur » dans le langage américain et on leur explique qu'il faut verser de l'argent. Donc vous avez un Talleyrand vénal, mais en même temps, il y a un diplomate, car s'il n'avait été que de la vénalité, il ne serait pas resté... Et on n'en parlerait plus aujourd'hui. Oui, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Il a une politique européenne qui est une politique d'équilibre du continent. Et notamment d'alliance avec l'Autriche. l'Autriche, hein, c'est ça finalement oui. qui sous-tend cette politique. C'est l'alliance qui s'oppose à la vieille l'Autriche. tradition française. Oui, la tradition, la tendance de la France était de s'allier à la Prusse. La Prusse était protestante, il était plus logique de s'allier avec l'Autriche, qui était catholique, puisque c'était les deux puissances catholiques, et donc une entente entre la France et l'Autriche, expliquait Talleyrand, à condition que la France reste dans ses limites naturelles, la mer, enfin l'océan, le Rhin, les Pyrénées et les Alpes. À partir de ce moment-là, toute entente pouvait se faire avec l'Autriche. Un extrait de la symphonie numéro 7 de Beethoven sur Europe 1. La vie selon Talleyrand, c'est ce que nous raconte Franck Ferrand et ses invités. On les retrouve dans un court instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission consacrée aujourd'hui à Talleyrand, je vous rappelle que nous attendons vos réactions et questions si vous en avez sur le site europe1.fr. Franck. Nous sommes donc en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel, qui est auteur aux éditions de CNRS d'un ouvrage qui va être disponible dans quelques jours, Talleyrand, dernière nouvelle du diable, et en compagnie de Jean Tullard, qui a publié il y a quelque temps à la Bibliothèque des Introuvables un très beau livre admirablement illustré qui s'appelle Talleyrand ou la douceur de vivre. Il y a quand même quelque chose de très hédoniste chez le personnage, Jean Tullard. Oui, alors l'hédonisme, effectivement, l'hédonisme tient essentiellement chez Talleyrand dans le luxe qui l'entoure et surtout dans ce qui a fait sa réputation à l'époque, c'est la gastronomie. N'oubliez pas que nous sommes sous un souverain qui n'est pas du tout gastronome, qui mange en 10 minutes, et pourtant c'est à ce moment-là que grâce à Grimaud de la Reynière, puis Brillat-Savarin, se développe la gastronomie. Et puis Carême, qui va être évidemment... Carême est le chef donc de Talleyrand. Talleyrand le remarque, l'embauche, et la gastronomie avec Carême va être portée à un point extrême en soulignant le caractère le plus frappant de la gastronomie, c'est son côté cérébral. Tout est dans la mise en scène. Et je vais raconter pour nos auditeurs qui sont encore à table, le grand dîner que donne Talleyrand un soir où un maître d'hôtel apporte un magnifique saumon avec ses pyramides de légumes qu'avait imaginé Carême. Et tout le monde est dans l'admiration. Une sorte d'œuvre d'art. Une œuvre d'art et un saumon magnifique. Tout le monde est dans l'admiration. Le maître d'hôtel s'avance. Il tombe et tout le saumon par terre sur le tapis. Tout le monde consterné. Seul le maître de maison, fidèle à sa réputation, reste impassible. Il tape dans ses mains et on voit apparaître un deuxième maître d'hôtel avec un saumon encore plus beau, des pyramides encore plus hautes, et l'on comprend que le premier saumon avait été sacrifié pour exciter les papilles des convives. Tout ça coûtait sans doute très cher. On comprend que Talleyrand ait eu besoin d'argent et qu'il ait été le négociateur dont on parlait. Il avait presque une espèce de déformation de ce point de vue-là. Il était quand même très à Proguin, Emmanuel de Varesquiel. Oui, il a un côté Rastignac certainement. Il considère
l'argent, en parlait toujours, n'y pensait jamais. Il considère que l'argent est un moyen d'avoir de l'esprit. Il a une conversation très amusante avec son ami Narbonne au début de la Révolution française et il lui demande s'il a fait fortune. Avoir fait fortune, c'est aussi avoir de l'esprit dans la pensée de Talleyrand. Chateaubriand a dit très méchamment qu'il avait fait plusieurs fois fortune et plusieurs fois faillite. En réalité, on s'aperçoit que sa conception et son intelligence des relations entre États procèdent aussi de son intelligence d'homme d'affaires et que les deux étaient profondément liés. Alors, c'est une question d'époque aussi, où je dirais que les intérêts privés et les intérêts publics étaient indissociables, infiniment plus qu'aujourd'hui. Donc, il faut restituer ceci dans un contexte. Jean Tullard parlait tout à l'heure avec un petit sourire des douceurs diplomatiques. Certes, Talleyrand les a beaucoup pratiqués, mais tout le monde les pratiquait à l'époque. L'élection, par exemple, de l'empereur d'Allemagne était une grande foire d'empoigne une vente aux enchères. Une vente aux enchères de pots de vin à qui mieux, à qui soutenait tel ou tel candidat. Si on ne comprend pas ce contexte, si on ne sait pas, par exemple, que les fermes générales sous l'Ancien Régime étaient tenues par des hommes privés qui avançaient de l'argent privé à l'État et qui se remboursaient sur la perception de certains impôts, on ne comprendrait rien aux pratiques financière de Talleyrand, qui par ailleurs n'a jamais perdu de vue ses intérêts personnels au sein même des intérêts de l'État qu'il a servi. Il avait, plusieurs cerveaux, sans faire allusion à la célèbre page de Victor Hugo sur le cerveau de Talleyrand qu'on jette après sa mort au caniveau. Mais c'était quelqu'un, on peut dire que si l'intelligence se résume à la compréhension du monde et à l'adaptation aux circonstances, il la possédait pleinement, cette intelligence. Il la possédait d'autant plus qu'il a toujours pensé que les relations entre États procédaient aussi des rapports qui pouvaient exister entre leurs possibilités et leur prospérité économique, et que l'État ne se résumait pas à la force, à la géographie et à la population, mais aussi à ses possibilités de négoce et de commerce. Par exemple, la grande lutte, c'était un très grand homme d'affaires. La grande lutte de toute la vie de Talleyrand, ça a été la lutte qu'il a menée avec l'Angleterre pour rééquilibrer sur mer la puissance française face à la puissance anglaise. D'où cette conception très très nouvelle qu'a eu Talleyrand, qui était de réorienter la puissance économique de la France en Méditerranée et vers le sud, alors que notre puissance avant la Révolution, c'était les îles et les Antilles. À partir du moment où il constate qu'on déclare la liberté des Noirs, il considère qu'il n'y a plus de possibilité de fortune commerciale à l'ouest, du côté des Antilles, et qu'il faut redéployer les forces françaises vers la Méditerranée, d'où en partie l'expédition d'Égypte, et d'où au fond toute l'histoire coloniale française au Maghreb, la prise d'Alger en 1830. Talleyrand en est le père, au fond, dans un certain sens. On ne peut pas dire que ça portera vraiment chance à Charles X, cette prise d'Alger. Non. Mais le régime suivant la récupérera. Talleyrand, quand on vous écoute, jouait... On a l'impression d'un grand jeu de stratégie. On a l'impression qu'il jouait à la politique comme on joue à une table de casino, quasiment. C'était essentiellement un joueur, et en politique, et dans le D'ailleurs, sens... il jouait gros jeu, par ailleurs. Sens propre. Il raconte dans ses mémoires, probablement en forme de bluff, que le jour de Brumaire, c'est-à-dire du coup d'État de Bonaparte en 1799, il a ramassé la mise dans la maison de jeu où il était, et qu'il a gagné au fond 2 fois, parce qu'il a spéculé sur les actions d'État en sachant que Brumaire allait réussir pour les revendre 2 fois leur prix, et qu'il a en même temps joué chez Unabi dans une maison de jeu. C'est intéressant de considérer Talleyrand au jeu. Moi, je me suis amusé, par exemple, je sais que il faut quelquefois ne pas prendre ces personnages de profil, mais je me suis amusé à comparer Napoléon et Talleyrand. Napoléon, s'il a joué à quelque chose, il a joué aux échecs. Talleyrand, s'il a joué à quelque chose, il a joué à ce qui était l'ancêtre du bridge, qui s'appelait, comme le dit Jean Tullard, le whist. Et qu'est-ce que c'est que la culture
culture des échecs qui ressemble profondément à celle de Napoléon. C'est une culture de l'anticipation, avoir toujours un coup d'avance sur l'adversaire. Alors que Talleyrand, qui jouait au whist, au bridge, avait une culture qu'on pourrait appeler une culture de l'évaluation, c'est-à-dire apprendre à savoir ce qu'est le jeu de son partenaire et jauger les forces en présence. Alors, et là, on a la différence entre les deux personnages. D'un côté, l'anticipation et de l'autre, l'instant. Finalement, un homme qui sait vivre, qui aime la bonne chair, qui a la plus belle table d'Europe, nous disait Jean Tullard, qui joue gros jeu et qui est un merveilleux hôte et qui, par ailleurs, aime beaucoup les femmes. Nous y venons dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et oui, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous n'avons donc pas trop de temps, mais je tenais à ce qu'on entende ces quelques mesures parce qu'elles sont un véritable document. Emmanuel de Vareskel von Neukomm a joué un rôle dans la vie de Talleyrand. Oui, il a été au service de Talleyrand pendant plusieurs années. Il a accompagné Talleyrand au Congrès de Vienne en 1815 et c'est un musicien qui n'est pas assez connu, d'origine allemande, et qui a une œuvre considérable. En réalité, il a peut-être été en partie desservi par le fait qu'il ait été presque exclusivement, en tout cas une partie de sa vie, au service du prince de Talleyrand. On parlait de gastronomie, Jean Tullard, il y a un instant. On peut dire que Talleyrand avait une conception gastronomique des amours, en fait. Oui, alors là, s'il y a toute une légende qui l'entoure, on lui prête même des enfants naturels, de la croix, oui. En principe. Alors vous répondez par la même occasion à une question que nous posait François, qui demandait: Talleyrand est-il le père de Jeanne de la Croix? Il ne semble pas, seul l'ADN pourrait le dire. On ne sait pas effectivement le père du réalité, peintre. C'est une légende qui naît très tardivement, à la fin du 19e siècle, d'un ragot de dîner en ville, et qui se développe à partir de rien. Et on n'a aucune certitude sur le fait qu'il y ait une filiation. Seul l'ADN pourrait le dire. Ensuite, il y a Flao, qu'on lui prête aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ça, on en est sûr, pour le coup. Donc ça, il serait le grand-père de Morny, en l'occurrence. Là encore, il faudrait quand même avoir la certitude absolue par l'ADN. Alors, pour revenir aux femmes, venons d'abord à sa propre femme. J'ai là sous les yeux un article du vicomte de Rézet qui est une défense et illustration de la princesse de Talleyrand qu'on a longtemps présentée comme une oie blanche, une sotte, une idiote, enfin tout ce qu'on veut, et dont il nous dit elle n'était pas si sotte que ça. Certes, elle n'avait pas de culture, mais elle avait du caractère et même une certaine clairvoyance. Je vous propose, c'est un clin d'œil, d'entendre un petit extrait du Diable boiteux, le célèbre film de Sacha Guitry. C'est la rencontre entre Talleyrand et celle qui va devenir Madame de Talleyrand. Oh non, surtout n'ayez pas peur. Oh mon Dieu, mais vous êtes... Oui, madame, je suis celui que vous venez voir et qui en profitait d'ailleurs pour vous regarder. Et je m'étais endormie chez vous. Déjà. Oh, je suis honteuse. Qu'est-ce qui me vaut, madame, l'honneur, la joie de votre visite? J'ai besoin d'un conseil. Bon? Et que vous seul, paraît-il, pouvez me donner, et la chose est urgente. Parlez. Monsieur de Monron m'a dit... vous vous sentiez fort. Bon, monsieur de Monron, pardon. Monsieur de Monron m'a dit que l'argent que je possède à Londres est en danger. Oh, et pour quelle raison, mon Dieu? Parce qu'il m'a dit que l'empereur allait envahir l'Angleterre. Monron est un farceur, mais c'est un bienfaiteur. Il vous a fait une farce et m'a fait un bienfait. Il n'est pas vrai que l'empereur... Non, on n'envahit pas l'Angleterre qui veut, vous savez. Et si lui n'y parvenait pas, bien d'autres pourrait essayer par la suite. Mais laissons-la l'Angleterre. Vous n'êtes pas anglaise, madame? Non. D'où êtes-vous, s'il vous plaît? Je suis d'Inde. Comment l'entendez-vous, madame? Je suis née aux Indes. Née aux Indes? À Tranquebar, mais je suis française. Je m'appelle Catherine Noël Vorlé et à 15 ans, j'étais mariée à monsieur Georges François Grand. Il est mort. Pour moi, oui. Tout à fait. Et nous sommes séparés depuis longtemps, déjà. Vous êtes mieux que libre, en somme, libérée. Oui, fort exactement. Et dites-moi, puis-je vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort? Vous aimez l'amour? Oh oui. C'est bien, ça. Il faut aimer l'amour. N'est-ce pas? Mais voyons, il faut aimer l'amour, parce que aimer l'amour, c'est aimer la vie. Et je l'adore. Elle vous le rendra au centuple. Il faut aimer les fleurs, les bijoux, les parfums, les fourrures. Une femme comme vous doit avoir tout avant les autres. Être en avance toujours d'une saison. Et doit déjà manger des fraises au mois d'avril. Est-ce que vous êtes seule au monde, madame? Oh oui. Quel avantage? Pour qui? Pour vous, comme pour moi. Car j'ai besoin de vous, figurez-vous, madame, oui. Comme vous avez besoin de moi. Vous arrivez à point nommé.
Voulez-vous être dans 3 mois l'une des reines de Paris? C'est long, 3 mois. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Même au besoin, mettons les bouchées doubles. Vous aimeriez un baiser? Oh mon Dieu, je ne le détesterai pas. Prenez-le, s'il vous plaît. Comme il me plaît déjà. Charmante pochade qui nous en apprend davantage peut-être sur Sacha Guitry que sur Talleyrand lui-même, mais le mariage de Talleyrand et Emmanuelle de Varesquiel, ça n'a pas été un très grand succès quand même, ce mariage. Le mot de Guitry que je préfère, c'est « je ne suis pas contre les femmes, je suis tout contre ». Oui. Ça a été un mariage négocié par Catherine Grand. Face à la passivité de Talleyrand et à l'énervement de Bonaparte. Et au fond, si quelque chose prouve l'intelligence de cette femme, c'est qu'elle a mis la main sur Talleyrand, finalement, et qu'elle a réussi son mariage. D'où les jalousies qu'elle a très bien négocié sa séparation en 1816 et qu'elle a fini sa vie extrêmement riche. Talleyrand n'était pas son coup, ça a été son coup de maître, mais pas son premier coup. Elle a été la maîtresse de plusieurs ministres, dont un ministre des Finances au début de la Révolution française. C'était une courtisane de très très haut parage, dont on dit qu'elle a été pendant des années la plus belle femme d'Europe. La voilà donc réhabilitée. Alors nous avons commencé cette émission par l'aspect ecclésiastique du personnage. Nous avons vu évidemment qu'il s'est beaucoup éloigné de Dieu pendant toute une carrière assez extraordinaire. Est-ce qu'il est revenu vers Dieu sur la fin, Jean Tullard ? Il revient vers Dieu parce que il faut savoir finir et que les convenances exigent qu'il y ait une réconciliation avec Dieu. Ce dont il ne se doute pas, c'est qu'il a été lui-même la seule preuve que nous ayons en histoire de l'existence de Dieu. En effet, lors de la fameuse cérémonie du 14 juillet 1790, celle que nous célébrons tous les 14 fête de la Fédération, sur le Champ de Mars, il a été demandé à l'évêque d'Autun de célébrer la messe. Et il était lui-même, c'est lui l'évêque d'Autun. L'évêque d'Autun, c'est bien entendu Talleyrand, et je dois dire qu'il n'était très peu familier avec ce genre d'exercice. Il s'est donc très rapidement emmêlé et s'est tourné vers le clerc qui agitait sa sonnette au pied de l'évêque. Et ce clerc, c'était l'abbé Louis, futur baron Louis, faites-moi de bonne politique, je vous ferai de bonnes finances. Et l'abbé Louis s'y connaissait en spéculation financière, mais lui non plus n'avait pas célébré beaucoup de messes. Alors, il a fait une affreuse grimace à Talleyrand en réponse à ce que lui demandait Talleyrand, et Talleyrand a eu ce mot sacrilège, surtout, ne me faites pas rire. Et à ce moment-là, sur le Champ de Mars, où étaient le roi, les gardes nationales, les députés de la Constituante, tout à coup le ciel s'est obscurci et des trombes d'eau sont tombées sur la cérémonie du 14 juillet 1790. C'était le courroux du ciel. C'est la seule preuve que nous ayons en histoire de l'existence de Dieu. Mais elle est très parlante, c'est le moins qu'on puisse dire. On raconte aussi que sur son lit de mort, Talleyrand reçoit la visite de Louis-Philippe et il lui dit « Oh, je souffre comme un damné » et Louis-Philippe répond « Déjà ». Vous nous dites, Emmanuelle de Varesquiel, qu'il aura finalement négocié sa mort comme il a tout négocié. Oui, il avait des comptes à rendre à l'Église et au fond, il ne s'est pas rétracté de la vie qui a été la sienne par rapport à l'Église. Il s'est justifié et il s'est justifié grâce à son pied beau. Il a fait de son pied beau la cause de sa carrière ecclésiastique puisqu'il aurait été dégradé et obligé, amené à la carrière, amené à devenir prêtre. Emmanuelle de Varesquiel, Talleyrand, dernière nouvelle du diable, puis Jean Tullard de l'Institut, Talleyrand ou la douceur de vivre, c'est à la Bibliothèque des Introuvables. C'est un très bel album, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.